Donc pour arriver à avoir plus d'éclaircissements en ce qui concerne ces messages lancés par le président Fattah al-Sisi hier lors de sa participation à cette conférence, nous avons actuellement en ligne de l'International international l'ambassadeur Medhat Amligue, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur l'International international. Merci, bonsoir. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, et permettez-moi de vous poser ces questions. Comment vous trouvez, si je peux dire, les pas entrepris par l'Égypte pour mettre en exergue les différentes agressions, atrocités, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes d'extermination perpétrés par les forces d'occupation israéliennes dans la bande de Gaza contre les Palestiniens. Comment vous trouvez ces pas égyptiens au niveau, si je peux dire, communautaire? C'est-à-dire, l'Égypte essaie toujours de pousser la communauté internationale à prendre des pas collectifs contre Israël. Eh bien, je peux commencer par dire qu'on a déjà une carte de route, si j'ose dire le mot, présentée hier par le président Sisi, qui constitue de 4 points. Je pense qu'on les a vus tous, selon son discours hier prononcé devant le roi Hashemite Abdallah et devant le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, et d'autres, certainement, présidences et d'autres chefs d'État. Mais le plus important pour moi, c'est les 4 étapes, les 4 points précisés par notre président qui explique exactement la vision égyptienne de la résolution de 2735 prononcée par les Nations Unies il y a 2 jours. Alors, premièrement, c'est qu'on doit mettre les choses en perspective. C'est Israël qui est responsable en tant qu'État d'occupation de prendre soin des territoires palestiniens et quelles sont les demandes ou les répercussions des opérations militaires d'Israël sur la ville palestinienne de Rafah et tous les autres territoires palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Alors maintenant, il y a cette situation et elle entrave le flux de secours et l'aide humanitaire qui est exigée par la résolution. Deuxièmement, on parle aussi d'obliger Israël à mettre fin à l'état de siège utilisé contre le peuple palestinien et à arrêter d'utiliser l'arme de la famine pour punir la population de la bande de Gaza. Et certainement d'obliger à supprimer tous les obstacles pour un accès immédiat et durable et adéquat à l'aide humanitaire et l'aide médicale et tout autre secours possible de donner à la bande de Gaza. Et troisièmement, et très important aussi, c'est de fournir le soutien et le financement nécessaire à l'UNRWA pour qu'elle puisse jouer son rôle pivotal et vital, important à aider les civils palestiniens à reprendre leur vie. Notamment dans la vie de les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Et finalement, et quatrièmement, assurer les conditions nécessaires pour le retour immédiat des Palestiniens déplacés dans la bande de Gaza à leur résidence où ils étaient contraints de fuir en raison de la guerre israélienne. Alors ces 4 points que je viens de citer sont les 4 points précisés par le président de la République pour aussi, et c'est très important à faire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a plusieurs compréhensions, plusieurs points de vue en ce qui concerne la résolution du Conseil de sécurité. Juste hier, le Premier ministre israélien a précisé que cette résolution ne veut pas dire que la guerre doit terminer. Alors voilà une explication qu'on n'a pas entendue d'autres sources à part Israël. Mais monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous trouvez que ces mouvements, ces pas entrepris par l'Égypte
que ce soit au niveau de cours pénales et de cours de justice, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau de ces conférences onisiennes, au niveau régional, international, et les reconnaissances par plusieurs pays européens de l'établissement d'un État palestinien ou de la reconnaissance d'un État palestinien, tout ça exerce une sorte de pression sur Israël et isole de plus en plus Israël de la communauté internationale. C'est vrai, mais soyons clairs que l'Égypte n'a pas entamé toutes ces actions contre l'État israélien, étant donné qu'il y avait d'autres États qui avaient commencé cela et l'Égypte avait choisi d'attendre un peu, peut-être que les négociations qu'on a menées avec l'État hébreu vont donner un résultat plus positif. Malheureusement, Israël a continué d'une manière, j'ose dire, hystérique, à continuer sa guerre de vengeance contre le peuple palestinien. Du coup, l'Égypte a joint d'autres pays dans les mesures que vous venez de parler. Mais cela dit, il est très important de noter que cela n'a eu aucune influence sur Israël, à part que quand les États-Unis ont présenté la dernière résolution. Et malgré la bonne foi que je veux voir cette résolution être prise, mais je vois qu'en même temps qu'il y a beaucoup de pièges dans ces résolutions. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas est-ce qu'Israël sera commis à suivre cette résolution telle qu'elle est ou non, étant donné qu'il y a des points qui ne sont pas, de son point de vue, clairs. Alors, moi, je crains que la position israélienne va aussi, encore une fois, donner un sens péjoratif à cette résolution. Et l'Égypte, de son point, continue, et c'est le plus important, de mettre les points sur les i, si j'ose dire le mot, les points sur les i, de voir que cette résolution soit adaptée et soit vraiment exécutée par l'État israélien. Jusqu'à maintenant, il y a des problèmes internes qui peut-être vont empêcher le Premier ministre d'appliquer. Monsieur l'ambassadeur, en tant qu'analyste, en tant qu'un observateur et analyste politique, à quel point vous trouvez que l'Égypte, hier par exemple, pendant cette conférence internationale, a mis le point sur les i en ce qui concerne plusieurs sujets, en ce qui concerne sa médiation pour arriver à cesser le feu, en ce qui concerne son rôle vis-à-vis des aides entrées à acheminées vers la bande de Gaza. Et parce que, comme vous savez, il y a toujours des accusations portées par Israël contre l'Égypte dans ces deux sujets et dans d'autres sujets. Est-ce que l'Égypte a pu clarifier les choses et mettre les points sur les i contre ces accusations? Ben oui, l'Égypte certainement avait expliqué à plusieurs reprises la gravité de cette guerre et ses conséquences et les graves répercussions sur le peuple palestinien. Hier, c'était un point très important qu'on clarifie exactement notre version, qui est la version originale, étant donné que ce plan ou cette initiative ou cette résolution du Conseil de sécurité, c'est basé sur les points égyptiens. Mais certainement, avec un petit changement de quelques mots ici ou là, cela peut donner un autre sens qui peut être différent de notre vision. C'est pour ça qu'il était très important de clarifier la vision, pas seulement égyptienne, mais arabe, sur cette résolution. Parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont changé quelques mots. Il y avait plusieurs points qui n'étaient pas clairs, au point qui a forcé même la Fédération de Russe de ne pas voter, de s'abstenir contre cette résolution. Pourquoi s'abstenir? Parce que selon le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité, il avait précisé qu'il n'est pas clair et les obligations israéliennes ne sont pas claires dans cette résolution. Ce qui a été fait, je pense, exprès par les États-Unis pour donner peut-être un point de manœuvre pour les Israéliens. Cela dit que la communauté internationale attend maintenant les réponses israéliennes sur cette résolution d'une manière claire et à quel point ils sont prêts vraiment à exécuter des points
précisé dans la résolution et expliqué par l'Égypte, comme on l'a vu hier pendant la conférence à Jordan. Oui, madame, là, on entend. Oui, madame, la question. Oui, madame, la question porte sur pour le 250e jour consécutif de l'agression de forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens civils dans la bande de Gaza, il y avait des rapports très importants lancés par l'ONU. Par exemple, une commission d'enquête de l'ONU a accusé aujourd'hui Israël d'être responsable dans la bande de Gaza de crimes contre l'humanité, notamment pour extermination. La commission a également affirmé que les autorités israéliennes étaient responsables de crimes de guerre, citant entre autres l'utilisation de la famine comme méthode de guerre, des attaques intentionnellement dirigées contre des civils et la torture et le transfert forcé. Et également, un rapport de l'ONU a cité que les violences contre les enfants lors des conflits ont atteint des niveaux extrêmes en 2023, particulièrement à Gaza. Le rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué qu'en 2023, la violence contre les enfants lors des conflits armés a atteint des niveaux extrêmes avec une augmentation choquante de 21% des violations graves. Donc, comment vous trouvez de tels rapports publiés par l'ONU contre les crimes et les atrocités perpétrées jour et nuit par les forces d'occupation israéliennes? L'importance de ça, dans ce moment. Ben, si vous permettez, alors moi je trouve que c'est un peu trop tard. Est-ce qu'on attend les Nations Unies pour savoir qu'il y avait des crimes de guerre et à quoi sert la Cour internationale de justice qui avait parlé déjà de ça et d'une manière claire, et on attend sa résolution d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, parce que ça prend du temps quand même. Mais ce que je veux dire, que c'est un peu trop tard de prendre ces mesures. Vous parlez déjà du 250e jour de cette guerre contre les civils palestiniens, pour que commence maintenant seulement constater qu'il y avait des crimes de guerre commis et perpétrés par Israël contre le peuple palestinien. On a vu plusieurs massacres. On parle maintenant, jusqu'à la résolution, au moins on parle entre 50 et 60 martyrs par jour. C'est un chiffre vraiment... Et quand même des civils désarmés qui sont tués et assassinés, bien sûr par les tirs et les balles des forces d'occupation israéliennes. Et ça a été documenté par des chaînes arabes. On a vu les massacres contre les services médicaux et contre les malades à l'hôpital de Shifa, qui ont fait 200 morts et des cimetières collectifs comme on avait parlé. On a vu, pour libérer 4 otages, ils n'ont eu aucun problème de tuer plus de 200 personnes pour libérer ces 4 otages. Alors Israël ne voit jamais les civils palestiniens quand elle a un but de résoudre le problème tel qu'elle le veut. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est de là viennent les crimes de guerre qui sont commis par Israël. Que les civils pour Israël ne comptent pas tant qu'ils ne sont pas des civils israéliens. Et bien sûr, seulement des civils arabes, alors ça n'a aucun problème de les tuer pour arriver à libérer ces 4 personnes. Je trouve que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis par l'État hébreu sont clairs et n'ont pas vraiment besoin d'un scientiste analyste pour les voir. On les voit directement sur nos portables, comment est-ce que c'est fait. Mais le point ici, c'est qu'il y a maintenant une résolution. On doit voir que cette résolution soit adaptée vraiment d'une manière stricte, et que les États-Unis qui ont, eux, présenté cette résolution aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, soient, eux, maintenant, le garanteur que cette résolution va être appliquée et va être adaptée par l'État israélien. C'est le plus important maintenant, parce qu'on est en train de perdre les vies à court et à mesure. Monsieur l'ambassadeur. On attend que... Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant, bien sûr, cette participation égyptienne et les messages lancés par le président égyptien Fattah Sisi pendant ces conférences. Merci, et je dois vous laisser actuellement, chers téléspectateurs, avec une petite pause.